Bonjour, j'ai l'honneur de présenter Cynthia Fleury. Elle est professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et également professeure associée à l'École des Mines, titulaire de la chaire de philosophie du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. À son entrée en 2013 au Comité consultatif national d'éthique, elle est son plus jeune membre. Elle est également membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l'UNESCO. Sa recherche porte sur les outils de la régulation démocratique et le principe d'individuation en contexte d'état social de droit. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Dialoguer avec l'Orient, les pathologies de la démocratie, La fin du courage, Les saints remplaçables et Sidi, la mer guérie du ressentiment. Merci. Donc on va avoir une quarantaine, 40-45 minutes pour justement travailler sur cette question qui est la nôtre depuis ce matin, douleur, souffrance, chronicité et clinique du deuil. Moi je vais vous expliquer en gros que cette différenciation entre guillemets douleur et souffrance me paraît complexe. Alors dans un premier temps, assez didactique et assez efficace pour cartographier des territoires de mal-être selon la sémiologie proposée par Ricoeur, mais dans un deuxième temps, il y a deux types de... il y en a plein d'autres, mais notamment deux phénoménologies de la douleur qui vraiment mettent à mal cette distinction entre souffrance et douleur. En tout cas, c'est la proposition, et ces deux phénoménologies, c'est celle de la chronicité, de la douleur chronique, et notamment de la clinique du deuil. Donc c'est ça un peu le propos. Donc on va revenir, et très rapidement, parce que ce matin, Astrid a largement fait une explication de Ricoeur, mais quand même, je reprendrai juste des petits points. Ensuite, voir cette question, si cette différenciation, douleur, souffrance, si on prend un paradigme Canguilhem, est-ce que ça fait sens ou pas? Voir à partir des enseignements cliniques, est-ce que ça fait sens ou pas? Et je tire ça bien sûr plutôt de Freud et de Winnicott, mais vous racontez aussi ma propre clinique sur cette question de la différenciation. Les fameuses phénoménologies de la douleur qui mettent vraiment à mal cette différenciation sémiologique. Donc, voilà. Donc ça c'est le propos, et puis voir un petit peu comment dans le DSM ils se dépatouillent avec ça. Je suis allée un peu regarder, ça m'a amusé. Enfin, amusé, non, c'était très intéressant pour la cause problématique. Douleur, souffrance, détresse, puisque c'est beaucoup le terme de détresse, et on voit qu'en fait c'est utilisé l'un pour l'autre, l'autre pour l'un, et puis bien sûr aujourd'hui plutôt ces modèles intégratifs de modèles bio-psychosocial de la douleur. Alors, rapidement sur cette question du texte, là aussi, bon, on a vu ce matin cette distinction idéale typique entre douleur et souffrance, très bien, donc une plutôt physiologique, physique, et l'autre d'ordre phénoménologique, existentiel, métaphysique. Il y a plusieurs possibilités pour définir ce que serait la souffrance, en tout cas posée chez Ricoeur. Tout de suite, dans la souffrance, il y a même une définition possible de l'homme, on va y revenir. Il y a nécessairement un rapport au langage, et ce qui est très intéressant, soi-disant, c'est qu'il y a un rapport plus fort de la réflexivité dans la souffrance que dans la douleur. Comme si tout d'un coup, le rapport au corps, l'identification de telle douleur physique, tel organe, tel lieu, faisait cesser une forme de réflexivité sur soi. Et en même temps, vous allez voir que Ricoeur dit aussi autre chose, donc c'est paradoxal, c'est un peu plus loin, parce que, et très très sincèrement, nous c'est ce qu'on voit en clinique. En clinique, quand un patient dit « je souffre, j'ai mal », c'est tout sauf réflexif. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien que la souffrance ne permet aucun retour réflexif, c'est-à-dire que chez Ricoeur, il nous dit à la fois que c'est ce qui lance le questionnement métaphysique, existentiel, etc., et dans un deuxième temps, c'est ce qui l'obère, parce que c'est trop. Hein. Souffrir, c'est toujours trop souffrir, c'est toujours, hein, c'est très bachelardien dans ce sens-là, c'est toujours un excès. Donc, qu'est-ce que l'être souffrant ?
bien évidemment, ça tape sur la question du dire, du faire, du raconter, etc. Et souvent, tout mon travail notamment, vous voyez, la souffrance ne permet aucun retour réflexif, tel qu'il est modélisé par le doute méthodique, il nous confine, il nous piège dans cette présence impossible. C'est ça que fait la souffrance. Et en même temps, dans cette immanence-là, il se joue quand même un rapport, on pourrait même dire un peu à la Kierkegaard, c'est-à-dire de ce sentiment de l'impossibilité de la vie à vivre, de l'invivable. Comme si derrière toute souffrance, il y avait le grand paradigme de toute façon de la condition mortelle et donc de l'invivable de l'homme. Bon, une fois que vous avez dit ça, quand un patient vient, en tout cas moi je parle de ma clinique analytique, psychanalytique, qui est une clinique de la parole, donc véritablement, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant par rapport à la question de Ricoeur. Très clairement, le patient dit j'ai mal, je souffre, pour ne pas élaborer. C'est flagrant. C'est je te dépose ça, je te dépose ce magma, et quand on vient le chercher sur mais déplions, qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur, etc. Donc c'est d'abord cette forteresse, comme si c'était une stratégie de coping, presque, une stratégie de défense. Je souffre, j'ai mal, c'est une autre version de moi-même, mais voilà, c'est ce bloc monolithique que je t'avance, comme si c'était la vérité épistémologique de la souffrance. Et pour le coup, c'est faux. En tout cas, cliniquement, c'est faux. Au contraire, plus on va déplier, plus on va aller tout faire pour élaborer, perlaborer autour de ça, plus je pense qu'on peut éventuellement la sublimer. Partir de l'expérience humaine la plus commune et la plus universelle de souffrir, donc chez Ricoeur, souffrir comme condition tout simplement de possible définition de l'homme. Donc là c'est intéressant parce que malgré tout, ça renvoie à beaucoup de choses sur la souffrance presque comme, je ne vais pas dire capacité, mais si quand même, parce que l'homme est celui qui est capable aussi de souffrir, il est capable d'endurer, donc c'est pas que du côté déficitaire, c'est aussi du côté capacitaire, sous-entendu empathique. En fait, c'est la possibilité d'être poreux au monde, à l'autre, au langage, donc c'est pas qu'une insuffisance. Et ça, en clinique, on travaille beaucoup avec cette notion-là, qu'on a trouvée notamment chez Frankl, quand il parle de transitivité de la souffrance. La transitivité de la souffrance, au sens de, au fait, la souffrance, ça sert à quoi? Ça sert pourquoi? Alors moi, encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'être doloriste, en disant, mon Dieu, il faut passer nécessairement par le dolorisme pour accéder à la vérité. Je ne pense pas du tout ça. Je pense en revanche un peu l'inverse, c'est-à-dire que avoir un rapport avec la vérité provoque de la douleur, donc ça c'est une autre question, mais je vous la laisse quand même là. Et donc voilà, alors, vous voyez, donc par le souffrir apprendre, la transitivité de la souffrance, la question de la sublimation de la souffrance qui n'est pas posée chez Ricoeur mais qu'on peut sous-entendre. J'ai juste mis la question de la souffrance éthique, qui n'est pas posée par Ricoeur, mais que vous connaissez bien avec en psychodynamique chez Dejour. Et puis, alors ça, c'est ce que la clinique du deuil enseigne, mais pas que, le soi comme intensifié par le sentiment vif d'exister, sous-entendu le sentiment d'exister potentiellement douloureux, c'est très Schopenhauer. Chez Schopenhauer, d'ailleurs, il vous répète sans cesse que la douleur est la seule positivité de l'être, c'est-à-dire c'est en fait prendre conscience d'un certain rapport à la matérialité provoque de la souffrance au sens de conscientisation, métabolisation de ce qui ne peut pas être métabolisable, à savoir la condition mortelle de l'homme. Voilà, bon, c'est quand même un peu ça. Mais malgré tout, intensification c'est la seule positivité au sens où je me sens vivre, quand même. Donc cette tension-là, vous la connaissez bien. Souffrir, donc je termine Ricoeur, souffrir comme impuissance à dire, à verbaliser, ok. Là j'ai mis, mais au fait, parce que quel est le statut à ce moment-là de la logorée de la plainte? Parce que
C'est ça aussi qu'on voit dans la clinique analytique. C'est à la fois le « je souffre, j'ai mal » comme point de non-dialogue, comme point de non-retour, et comme refus de connaissance de cette souffrance, presque. Et puis de l'autre côté, la logorée de la plainte. Et donc, malgré tout, j'attrape les deux types de discours qui n'ont pas nécessairement le même statut. Souffrir, c'est se sentir victime de, le souffrant est exclu des rapports de force et de symbolisation, ça c'est ce que dit Ricoeur sur se sentir exclu de l'agir communicationnel, la souffrance comme rupture du fil narratif, on sait ça aussi très bien, dans un livre que j'avais écrit il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant, qui s'appelle Precium Doloris. Je suis quand même allée retourner un peu dans mes propres affres, puisqu'il porte le nom presque de notre sujet, le Precium Doloris comme étant un des moments, je vous la fais courte, un des moments du principe d'individuation dans mon propre travail, c'est-à-dire que nécessairement, quand on est dans un travail de production, de subjectivation, qu'est-ce que faire sujet? C'est à un moment donné être confronté à cette question du prix de la douleur, et donc c'est comme ça que se saisit un sujet. Très clairement, oui, la souffrance est souvent la rupture d'un fil narratif, et en même temps, pourquoi ça fait sujet par cette souffrance? Parce qu'il y a une ressaisie souvent par la souffrance de ce qu'est le corps propre. Vous le savez, c'est la fameuse ambivalence de tiens, je comprends ce qu'est la santé le jour où je suis malade, très bien, donc le jour où j'ai mal, je comprends ce que c'est que de ne pas avoir mal, donc, et je comprends, ah tiens, c'est donc ça mon corps, donc l'expérience du corps propre, et ça c'est un moment du sujet, et de constitution du sujet. Deuxième temps, expérience de l'histoire propre, qu'est-ce que c'est que mon histoire? Et très souvent, ceux qui vont traverser un moment douloureux, traumatique, un accident, etc., sont dans l'obligation de refaire histoire. Donc, c'est rupture, mais c'est aussi production d'une identité narrative, sinon ils ne traversent pas, le choc est trop fort. Donc, il faut pouvoir faire histoire, l'histoire propre, et tout ça, on le fait généralement en produisant une nouvelle manière d'être, aurait dit Jean Kelevitch, moi, ce que j'ai appelé un style propre, c'est-à-dire une manière de symboliser nouvelle. Quand Diem dirait inventer une nouvelle norme de vie. C'est ça, le style. Donc on va trouver son style, et le style, c'est ce qui se joue, en tout cas, c'est une proposition, ce qui se joue entre le matériel et l'immatériel, le style. C'est un peu du physiologique parce qu'il y a un corps, il y a une manière d'être, mais c'est aussi fondamentalement des principes, des valeurs, une manière de parler. Donc on voit que la notion de style propre, c'est comme ça qu'on peut... et on peut avoir du style avec du difforme. On peut avoir du style avec un corps qui est totalement cabossé. Jean Kelevitch aurait appelé ça le je ne sais quoi, il aurait appelé ça le charme, il aurait appelé ça le presque rien, que sais-je. Mais on voit très très bien que tous ceux qui traversent un moment traumatique, pour que précisément la douleur ne soit pas identifiée comme juste manque, perte, renoncement, atteinte à l'intégrité de soi, etc., il faut qu'à un moment donné, il s'en fasse un style. Il faut voilà. En tout cas, bon. Et très souvent, le travail analytique produit, si vous voulez, cette inventivité de soi et qui va produire un style. Souffrir, bon, je passe ici, mais c'est aussi chez Ricoeur, cette problématique de la souffrance comme j'ai été puni, comment dire, un châtiment, j'ai subi, voilà, on intériorise de manière très très forte le sentiment de culpabilité. Et puis bien évidemment, ensuite, et c'est pour ça la douleur imaginée s'appelle crainte, c'est en philosophie de la volonté, le volontaire et l'involontaire. Craindre de souffrir, c'est imaginer les choses et les êtres comme instruments de la souffrance. Donc cette imagination affective de la douleur qui, en fait, voilà, c'est-à-dire que vous avez tous fait ça, et ça c'est très très spécifique aussi de la douleur post-traumatique, traumatique, de la douleur chronique, etc. Et c'est que vous avez des patients qui vous disent, en fait, je ne sais plus si je souffre, mais je peux vous dire que je souffre.
mais je ne sais plus si c'est vrai. Donc ça, c'est tout le temps, il y a une atteinte sur la perception même de la souffrance. Et c'est physiologique, et c'est le ventre, et c'est le machin, et c'est les trucs, mais bon. Alors, la douleur selon un paradigme Canguilhem, bon, je vais rappeler juste sur le côté un peu des choses que vous connaissez plus que de raison. Mais en gros, on est dans des approches bien évidemment subjectives du soin. Le fait est chez Canguilhem que voilà, tout l'enjeu, entre guillemets, qu'on soit du côté de la santé ou de la maladie, c'est de comprendre comment on invente une nouvelle norme de vie, et que donc c'est la pédagogie de la guérison comme jamais en deçà, mais comme toujours création, innovation, etc. Très bien, mais ce qu'il dit un peu plus bas, c'est-à-dire le propre de la maladie, c'est d'être une réduction de la marge de tolérance des infidélités du milieu. Être malade, c'est être atteint dans sa capacité de déploiement, de passement de limite. Hein. Impossible de maintenir un type dans sa marge de disponibilité fonctionnelle. La meilleure définition de l'homme serait, je crois, un être insatiable, c'est-à-dire qui dépasse toujours ses besoins. Donc à partir de, si la santé, entre guillemets, ou le sentiment d'un individu par rapport à sa santé, c'est en fait le sentiment par rapport à sa potentialité préservée, je trouve que c'est un peu ça. Hein, être en bonne santé, c'est croire que, en gros, on est en bonne santé, plus que être vraiment en bonne santé. Donc on a un sentiment que la douleur, à ce moment-là, c'est une atteinte effectivement irrémédiable à la capacité de produire une norme de vie viable. C'est un sentiment direct et concret d'impuissance et de détresse. La terminologie chez Canguilhem, c'est sentiment de vie contrarié. Bon. Et donc une atteinte à, là c'est plutôt moi qui l'écris, mais au sentiment de sa propre potentialité, ce qu'il appelle encore une faille dans la confiance biologique. Et là on voit très bien, si vous voulez, quand on définit la douleur comme faille dans la confiance biologique, on voit très bien que la confiance c'est plutôt de l'immatériel, et puis le biologique, c'est plutôt du physique. Donc déjà là, c'est extraordinairement poreux comme définition. Donc douleur, qui n'est pas un concept statique, mais dynamique. Alors là, sur le passage sur déconstruire la souffrance comme bloc, c'est pour moi un des grands enjeux, et pour beaucoup de la clinique. Je vous ai, repris deux phrases comme des mantras, qu'on utilise beaucoup comme des mantras, et qui sont plus des paraphrases que des vraies citations. Mais souvent, on va dire, je l'ai mis, la douleur actuelle est toujours le signe d'une douleur première. Souvent entendu ça en disant c'est Freud qui pose ça, effectivement, dans Études sur l'hystérie ou dans Remémoration, répétition et élaboration. Il s'avère que ce qui est réellement posé n'est pas tout à fait ça, mais que la clinique, ou l'expérience, ou la lecture des uns et des autres, je pense, à donner... Freud ne l'a pas dit, mais fondamentalement, je pense que la douleur actuelle est toujours le signe d'une douleur première. Donc pour une fois, la paraphrase est presque plus intéressante que la phrase de Freud qui va confiner ça à une certaine pathologie, alors qu'il y a quelque chose de plus vaste que ça. Et ça, cette description-là, une douleur, en tout cas à partir du moment où il y a, si vous voulez, douleur, mais pas douleur, c'est tout le problème de qu'est-ce qu'est une douleur, mais quand le sujet vient, en tout cas en séance, même s'il vient avec le terme de douleur à la place du terme souffrance, en fait, si vous voulez, le match est déjà plié, vous comprenez, puisque la temporalité, la temporisation fait que la douleur, en fait, est déjà là. Hein. Il y a une forme de présence de la douleur qui bien évidemment ne peut pas partir simplement parce qu'elle serait soudainement identifiée comme physiologique ou etc., etc. Donc de toute façon, d'emblée, il y a quelque chose qui se vit à l'instant T et très souvent, bien sûr, il y a une forme de, en fait, c'est ce que j'ai mis plus bas, la souffrance
n'est pas un bloc monolithique, elle est plurielle, elle est généalogique, elle est faite de nexus imbriqués, voilà, et elle produit des spatialisations et temporalisations multiples, ça c'est-à-dire qu'elle porte une atteinte directe à la capacité de faire espace-temps, et donc elle va produire un sentiment avec la temporalité différent et avec la spatialité différent, et ça varie. Et tout à l'heure, on le reverra avec la clinique du deuil. Et c'est vrai que quand on invite le sujet à une verbalisation précise, quand on invite le sujet à cartographier sa douleur, à la phaser, à utiliser cette question du discernement, à déplier, fragmenter, travailler, traverser, travailler, traverser, je maintiens le lapsus, traverser, travailler le brouillard perceptif, de fait, on voit très clairement qu'on navigue sans cesse entre eux. C'est pour ça que moi, cette sémiologie de l'un serait l'autre et pas l'autre serait l'un, j'ai fondamentalement du mal. Et je vous ai mis Winnicott sur le fait que oui, la fameuse paraphrase de Winnicott, l'effondrement a eu lieu, a déjà eu lieu. Oui, c'est très clair. De toute façon, pour ressentir la douleur, c'est comme si, oui, en tout cas en clinique, on le voit, immédiatement, il y a une réminiscence, il y a une activation du système d'interprétation qui refait lien avec une autre histoire comme ça. Inconsciente, qui se réveille et qui est racontée. C'est comme si c'était l'autre mémoire du sujet. Ce rapport à la douleur, qui constituait comme ça une mémoire limbique, mais qui est là et qui se réveille régulièrement s'il y a... et je ne vous parle pas bien évidemment des réalités traumatiques, là c'est flagrant. Bien sûr. Non, je parle vraiment de patients qui n'ont pas, un stress post-traumatique posé. Pareil, très clairement, mon expérience en tout cas, et je pense que vous aussi, de la douleur chronique, c'est une porosité absolue entre ces deux sémiologies, si on reprend la terminologie chez Ricoeur. Alors, vous voyez, donc la douleur chronique, c'est pas simplement avoir mal, c'est pour ça que je vous dis c'est une atteinte sur les espaces-temps, c'est avoir mal tout le temps, même lorsque ce mal n'est plus. C'est-à-dire c'est ne plus être capable de dire quand on a mal et quand on n'a pas mal. Donc c'est quand même pas rien. C'est pénétrer la sphère de vulnérabilité, de la dynamique négative, de la spirale incapacitaire, et on sait à quel point il y a un phénomène c'est ce que disait Ricoeur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est capable que de raconter la spirale incapacitaire, on rentre dans un système où on est on est piégé dans un négativisme tout à fait important. C'est ce qu'il appelle l'imagination affective de la douleur, c'est-à-dire la crainte d'avoir mal. Bon, voilà. Moi j'ai mis la douleur, et c'est un peu un écho de ce que dit Ricoeur lorsqu'il dit que le doute cartésien, le doute méthodologique, ce moment du rationnel-là est plombé par la question du souffrir. Pareil, la douleur c'est le logos inversé, et je ne vous parle pas d'une douleur métaphysique, je vous parle d'une douleur à l'épaule. C'est-à-dire des gens qui ont mal tout le temps à l'épaule et qui viennent en séance et qui disent « je ne veux plus parler, ça ne sert à rien en fait ». Ou ceux qui sont sur des errances diagnostiques. Donc je ne parle pas de le rapport au monde, la métaphysique et ça. Donc vous comprenez bien que ce qui est dit à ce moment-là, c'est la place dans le monde. C'est plus possible. C'est le logos inversé. Rien ne fait plus sens. Rien ne fait plus sens. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, c'est tout le problème on le connaît, le rapport entre le quali et le quanti. On sait très bien qu'à un niveau de quanti, c'est tout un état substantiel qui bascule. Et de la même façon, c'est parce que parfois on trouve une molécule ou je sais pas quoi,
En 2 semaines, on a des gens qui étaient perdus dans les affres de la métaphysique et qui, c'est fini, hein, ils ne sont plus du tout dans les affres de la métaphysique et ils veulent aller marcher et ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette respiration? Et on m'a dit toute ma vie que j'étais dépressif. Il me fallait une molécule pour juste que j'ai plus mal. Mais vraiment, enfin vous le savez mieux que personne, mais c'est toujours flagrant de voir, si vous voulez, ces erreurs vraiment de diagnostic. Moi j'ai les fibromyalgies, les machins, enfin toutes ces maladies qui sont complexes à attraper, endométriose, etc., avec des patients qui sont très clairement identifiés comme dépressifs, hystériques, etc. Donc c'est de la souffrance psychique alors que c'est purement de la souffrance physique chronique et qui fait basculer, encore une fois, dans une autre phénoménologie, dans un rapport improbable au monde. Donc, combien de fois, pour rire, les patients disent « Ah mais ce qui est très 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 intéressant dans la douleur, c'est que ça n'apprend rien. On est là à nous dire que, mon Dieu, souffrir fait grandir, et ça n'a aucun intérêt. » Donc c'est vraiment non seulement du logos inversé, mais la fin, si vous voulez, c'est pour ça que c'est très compliqué en analyse, puisque c'est quand même une thérapie souvent par la parole, bah c'est souvent des patients qui quittent cet univers de la parole parce que ça désavoue le logos. Ça ne sert à rien de parler. Donc ils préfèrent encore aller prendre de la drogue, mais je vous jure, hein, ou faire travailler le corps différemment. En plus, ça crée tout un système, cette peur-là, et c'est là où ça atteint l'estime de soi, la peur d'être, alors d'être accusé de mythomanie, mon Dieu, parce que j'ai cette douleur, mais elle est improbable, on n'arrive pas à la trouver, donc j'ai peur d'être stigmatisé. Sinon, j'ai peur d'être mythomane, j'ai peur d'avoir un narcissisme déplacé, j'ai peur de l'hystérie larvée. Voilà, en somme, non pas le corps qui souffre, mais le sujet qui n'est pas en place, hein, et qui demande une reconnaissance pour aller mieux. La maladie, la douleur comme alibi d'un sujet défaillant. Bon, donc ça, c'est beaucoup de personnes, et c'est très très Ricoeur, hein, c'est-à-dire qui, non seulement ils ne sont pas aptes à dire cette souffrance, mais en plus, les autres vont considérer qu'ils ne sont pas aptes tout court. Ils ne sont pas viables. C'est un terme que j'entends, voilà, je ne peux pas me faire confiance, moi, donc perdre dans la confiance biologique, je ne peux pas avoir confiance en moi, mais les autres n'ont pas non plus confiance en moi parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur moi. Je ne suis pas fiable, je ne suis pas viable, parce que au travail, bah, tout d'un coup, j'ai mal au dos, je ne serai pas là. Bon, tout simple. Donc ces atteintes sur « mon Dieu, je souffre » et en fait, la société me renvoie que je suis défaillant, non pas par rapport à mon corps, mais par rapport au corps de toute la société, c'est quelque chose qui immédiatement est une douleur morale. Hein. C'est pas à ce moment-là, c'est pas une douleur physique, c'est une douleur morale. Et c'est arrivé directement par la douleur physique. Donc vous voyez, moi je n'arrive pas à sortir tellement de ce... Voilà. Donc c'est pour ça que je dis porosité extrême entre douleur physique et morale. La douleur physique qui dure provoque une atteinte à la vitalité, l'estime de soi, le désir, le conatus. La souffrance psychique est toujours le passager clandestin de la douleur chronique. Donc c'est le double fardeau de la chronicité. C'est qu'on a nécessairement derrière des problématiques de santé mentale, et pas que de santé physique. Et dans un monde de transition épidémiologique vers la chronicité, etc., bah, ça veut dire que la santé mentale, bah, c'est vraiment la grande cause nationale, comme dirait l'autre. C'est bien sûr les errances diagnostiques, la confusion perceptive, quel temps, quel espace, tout ça, c'est des choses qui arrivent à cause de cette porosité. Je l'ai dit tout à l'heure, être identifié comme incapacitaire, indigne de confiance, non fiable, inutile, ça provoque quoi? De la souffrance morale ou de la souffrance existentielle. La douleur chronique renforce la tendance du négativisme économique de l'individu, d'où la difficulté de s'en départir, tant la posture de la douleur chronique permet aussi de donner libre cours à l'insuffisance morale et intellectuelle structurelle de tout sujet. Donc, vous avez un truc aussi qui se retourne contre le sujet, c'est-à-dire le aquabonisme, comment dire, même de jour appelé l'acrasie, c'est-à-dire vous perdez de la fermeté d'âme, puisque en gros,
dans ce combat permanent avec la douleur physique, comme tous les jours vous perdez, à un moment donné, vous lâchez même sur le fait de défendre un certain type de principe, etc. Donc il y a un effacement, voilà. La douleur chronique est une centralité impossible, j'ai tout le temps mal, mais c'est impossible, c'est pas vivable d'avoir tout le temps mal. Et la vulnérabilité produit une transformation qui n'a aucune signification d'avenir. C'était dans Les Nouveaux Blessés de Malabou, j'ai trouvé ça dit de façon, voilà, c'est existentiel parce que c'est une atteinte sur le présent, c'est une atteinte sur le futur. Bon, ça on le sait. Là, je vous ai mis les courbes du deuil justement pour voir que dans ces courbes du deuil, Kubler-Ross, il y en a d'autres, j'ai mis d'autres, courbes derrière, on voit très bien comment on est à la fois dans tout des phases et des phénoménologies de la douleur avec des expériences plus spécifiques, et tout fait mal. Donc, il faut comprendre, hein, tout fait mal, et il y a des symptômes. Alors, il aurait fallu poser par-dessus des symptômes, mais ça peut être des symptômes comme, bien évidemment, pas de sommeil, insomnie, troubles anxieux, panique, etc. Mais mal au ventre, douleur, il y a énormément de choses qui viennent se poser. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on croit souvent que c'est une évolution vers une moindre douleur, alors que mon expérience clinique, c'est que tout fait douleur. C'est-à-dire se résigner, c'est une douleur particulière. Résister, être dans le rejet, c'est une douleur particulière. Donc c'est vraiment, hélas, jusqu'à la fin. Hein, jusqu'à la fin, et même... et ça c'est très proustien si j'ose dire, c'est-à-dire imaginons quand vous arrivez dans l'acceptation, vous avez aussi une douleur de l'acceptation dans la clinique du deuil. Donc tout fait mal, tout le temps. Et je dis pourquoi c'est très proustien, parce que Proust le raconte très bien en disant, et mon Dieu, en plus un jour, c'est Swann quand il pense à Odette, c'est que un jour ça lui fera même plus mal d'y penser. Et déjà ça lui fait mal. Hein, bon. Donc c'est très... mais c'est très... Et d'ailleurs, ça c'est un des points essentiels, la douleur comme positivité de la vie, avec en clinique du deuil des patients qui ne veulent pas sortir de ce chagrin parce que le chagrin est le seul lien vivant à l'être aimé. Ça c'est une classique absolue. Donc ça leur fait terriblement mal, ça les détruit, et en même temps, c'est encore le seul lien où ils ressentent un peu de vie de celui qui est parti. Là, je vous ai mis d'autres courbes, le modèle de Warden, qui est intéressant parce qu'il est, entre guillemets, moins statique, rien n'est statique, hein, mais où il montre que, précisément, on va essayer, dans cette phénoménologie de la douleur, de produire des tâches, de produire des fers pour traverser, plutôt que des étapes. Et donc, voilà, il parle accepter la réalité de la perte, mais exprimer la douleur, s'adapter, etc., réinvestir son énergie affective dans la vie. Ça, très clairement, c'est des enjeux de réconciliation avec le monde. Donc le deuil comme processus actif, le deuil pas seulement comme quelque chose qu'on subit, mais un ensemble de tâches à réaliser pour cicatriser la blessure. Voilà. Et puis là aussi, on est toujours dans ces modèles Strobel et Schutt, qui est des tensions, voilà, sur le double processus sans cesse, d'un côté, et en fait, qui montre que cette question... Pourquoi je vous montre tous ces schémas? Parce qu'on voit bien qu'en fait, le côté de la courbe qui va dans un endroit, c'est pas vrai, en clinique, c'est un souk total. Et donc là, on voit bien que ça oscille sans cesse entre des orientations vers, effectivement, le mortifère de la perte et l'impossible sublimation, et de l'autre côté, des activités restauratives. Voilà. Et bien sûr, les dates anniversaires, alors là, très clairement, c'est comme un élastique, on repart en arrière, mais pas que.
en fait. Très souvent, les patients vous racontent que c'est au même moment et que ça les étonne. Après 10 ans, après 15 ans, que c'est au même endroit. Comme si ça cohabitait à la fois, et ce qui est vrai, on comprend très bien, mais ce qui est dans le corps. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'on comprend à ce moment-là, si vous voulez, que nécessairement, alors il y aura une douleur physique et une douleur morale, tout le temps. C'est ça que ça raconte en fait, la clinique du deuil. Et là, je vous ai fait un autre remis, voilà, l'inextricable de la douleur, souffrant. Alors là, on parle vraiment des deuils dits compliqués, pathologiques, hein, les fameux deuils qui ne s'inscrivent pas dans l'ordre des choses. L'ordre des choses étant protecteur, si j'ose dire, du deuil, d'un deuil qui va être accepté. L'ordre des choses, c'est un vieux parent, c'est très dur, c'est terrible, mais c'est malgré tout protecteur d'être dans le cadre de l'ordre des choses. Et dès qu'on n'est pas dans l'ordre des choses, tout est effractant. Et vous voyez ce qu'on appelle le tangle ball of emotions. Voilà, on voit bien ben voilà, tout y est. Hein, et là, il n'y a pas des courbes. C'est vraiment ça qu'on vit en clinique du deuil. Et on ne peut pas tirer. Et avec ce système où ça, c'est devenu le sujet. Donc tirer un fil, c'est casser le sujet. Et d'ailleurs, le sujet vous le dit. Il dit, et on sait très bien, dans les névroses, quand les névroses dysfonctionnelles deviennent fonctionnement, ça aussi la clinique le sait très bien. Donc là, la douleur comme mode de fonctionnement, comme rapport au monde, pour certains, la douleur, c'est la seule voie possible de, entre guillemets, conciliation avec le monde. Je veux bien être... c'est très... On a la même chose, si vous voulez, parce que c'est les sentiments de trahison, voilà. C'est-à-dire, je veux bien être au monde, mais la douleur comme signe de ma validité morale, si vous voulez. Et donc ça c'est terrible quand on est là-dedans, parce qu'on est véritablement coincé. Alors, je vous ai juste mis le DSM-5. Donc vous voyez 164 occurrences du terme douleur. Voilà, bon. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour ce matin là-dedans, mais utilisation plutôt somatique, je dis plutôt. Hein. 203 occurrences du terme souffrance, bon, peu ou prou. Alors vous voyez, une souffrance cliniquement significative, une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines, souffrance subjective, souffrance physique ou psychologique. Voilà, donc en gros, c'est pas parlant. Souffrance relationnelle, souffrance mentale, souffrance dans un contexte de perte, c'est toutes ces occurrences qu'on trouve. Et le mot clé, plutôt, les 430 occurrences du terme détresse. Et alors là, utilisé un peu globalement pour tout, détresse relationnelle, cliniquement significative, subjective, etc. Je vous ai mis un petit passage qui montre que, en fait, on bascule de la douleur à la souffrance sans explication. Donc, je peux vous le lire rapidement. Pour distinguer deuil et épisode dépressif caractérisé, il peut être utile de considérer que dans le deuil, les sentiments prédominants sont le vide et la perte, alors que dans un épisode caractéristique dépressif, c'est plutôt une humeur dépressive persistante et une incapacité à anticiper la joie ou le plaisir. La dysphorie dans le deuil est susceptible de diminuer d'intensité au fil des jours et des semaines et survient par vagues, que l'on qualifie d'affres de la douleur. Ces vagues ont tendance à être associées à des pensées ou des souvenirs de la personne décédée. L'humeur dépressive d'un épisode dépressif caractérisée est plus persistante et n'est pas liée à des pensées ou des préoccupations spéciales. La douleur du deuil, c'est pas la souffrance du deuil, peut être accompagnée par des émotions positives, de l'humour, etc. Donc en fait, on passe de l'un à l'autre jusqu'à la fin, où on a vraiment, si une personne endeuillée pense, oui c'est ça, si une personne endeuillée pense à la fin de vie et la mort, ses pensées se concentrent généralement sur le défunt, éventuellement sur le fait de le rejoindre, tandis que dans un épisode caractéristique dépressif, de telles pensées sont centrées sur le fait de mettre fin à sa propre vie à cause de sentiments de dévalorisation, d'indignité, d'incapacité de faire face à la douleur de la dépression. Bon. Voilà. Et puis je vous ai mis, parce que je trouvais ça
intéressant parce que bien évidemment cette problématique elle est dans toutes les cultures, les langues, etc. Glossaire des termes techniques, détresse psychologique, gamme de symptômes et d'expériences de la vie intérieure d'une personne qui sont communément considérées comme inquiétantes, déroutantes ou sortant de l'ordinaire. Voilà ce que c'est que la détresse psychologique quand elle est définie dans le le DSM. Et je ne sais plus si vous vous souvenez, le glossaire des conceptions culturelles de détresse. Moi, j'avoue que j'avais un peu oublié. Bon, je ne lis pas le DSM tous les 4 matins non plus, mais je trouvais ça intéressant, le glossaire des conceptions culturelles de détresse qui propose des exemples de conceptions culturelles de détresse bien connues qui illustrent la pertinence de l'information culturelle pour le diagnostic clinique et les relations entre syndrome culturel, idiome de détresse et explication causale. Et donc là, on voit très bien que c'est le même problème partout, hein, c'est-à-dire qu'on a un va-et-vient sans cesse entre du physiologique et du moral. Alors le Kial-Cap, qu'est-ce que c'est? Alors c'est magnifique, moi qui aime beaucoup la poésie, des attaques de vent. Alors les attaques de vent désignent un syndrome que l'on retrouve parmi les Cambodgiens aux États-Unis ou au Cambodge. Les symptômes habituels incluent ceux des attaques de panique, comme des vertiges, des palpitations, des sensations de souffle coupé, etc. Bon, provoquant une perte de souffle, asphyxie, voilà, des acouphènes. Bon, donc ça, on parle de Kial-Cap, qui est vraiment là. On parle de Kunfu-Jisisa, qui veut dire penser trop. Bon, et comment ça aussi, c'est de la détresse à la fois psychosociale et psychique, mais qui va aussi donner lieu à pas mal de somatique. Donc voilà, maladie Moon, maladie envoyée, maladie causée par les humains. Donc je vous ai juste mis ça pour que ça vous donne envie d'aller, si j'ose dire, attraper des index culturels de la douleur. Et puis, effectivement, le fait que on travaille plutôt, voilà, tout ça pour ça, comme dirait l'autre, toute cette présentation pour arriver à, l'eau ça mouille, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est douloureux, c'est tous une expérience humiliante, modèle biopsychosocial de Lindman Engel, mais qui est adapté à la douleur et qui a été acté notamment. Cette nature biopsychosociale de la douleur est mise en avant dans la 11e révision de la classification internationale des maladies et s'applique à tous les troubles liés à la douleur. Voilà, donc comme dirait l'autre, je suis bien désolée d'avoir fait tout ce petit chemin pour dire que j'étais un peu dans une incapacité de véritablement penser de manière hermétique, avec une frontière épistémologique déterminante, ces deux termes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Romain? Non, très bien. Non, moi j'ai au moins 2 questions si je les retrouve. Oui, la première question, c'est que tu as renversé à un moment donné la question de la douleur et de la vérité par rapport au dolorisme, en disant donc, que le dolorisme c'était croire qu'il faut passer par la souffrance pour accéder à la vérité. Mais toi, tu sembles à l'inverse, que c'est aller jusqu'à la vérité. C'est ça qui va provoquer de la douleur. C'est plutôt le moment d'accès à la vérité qui provoque de la douleur, ou c'est la découverte de la vérité. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus et quelles implications ça a en clinique, ça? Oui, tu as raison, ça mérite une explication parce que c'est pareil, comme toujours, c'est toujours un mouvement, il y a toujours une dialectique. Mais ce qui est très certain, c'est que, parce que vous avez aussi des patients, et puis nous tous on peut faire l'expérience où on a eu ce rapport à la vérité qui était un rapport de délivrance. Et donc, entre guillemets,
comme si ça venait soit guérir, soit enfin, atténuer un mal, etc., etc. Il n'empêche que, très souvent, pas très souvent, tout le temps, le premier, c'est-à-dire qu'on parle de cette question du résultat, mais le premier temps, c'est une confrontation avec le questionnement de la vérité provoque nécessairement de la douleur. D'abord pour une raison très simple, c'est que si vous êtes freudien, winnicottien, etc., vous allez poser que de toute façon, quel est le régime de véridiction derrière le rapport à soi? C'est la condition mortelle. Donc de toute façon, si vous voulez, l'entrée de la vérité, elle se fait par la conscientisation de la question mortelle. Alors on peut dire qu'il y en a certains qui trouvent ça épatant, mais dans les faits, moi j'ai trouvé peu de sujets qui trouvaient ça épatant, de mourir. Ça peut exister, hein. Moi non mais, tu vois, et qui n'auraient absolument de cette vérité aucune aperception douloureuse. Je ne l'ai jamais trouvé. Pourquoi? Parce que, comme dit Jean Kelevitch, la mort, ça se conjugue avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que la mort de soi, c'est très très loin en fait. Pas la vraie mort, mais la mort, c'est souvent la mort de l'être aimé. Et donc, de fait, si vous voulez, cette conscientisation, si ce n'est de ma propre finitude, mais forcément la finitude de l'être aimé, on a une conscientisation. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que accepter la rencontre avec le vrai, c'est nécessairement accepter la question de la douleur. Et pourquoi vous avez tant d'êtres qui ne veulent pas aller vers le vrai? Parce qu'ils savent très bien que, fondamentalement, le régime corporel, si j'ose dire, de la vérité, c'est la douleur. Mais ça ne veut pas dire que, heureusement, qu'on ne peut pas avoir une transitivité de la douleur, et que, parce que c'est ça la sublimation de la finitude, etc., et que ça ne va pas produire quelque chose. Mais de fait, c'est ça. Voilà. J'avais une autre question, comme tu es spécialiste de la clinique du deuil et que la plupart de tes patients sont des gens qui sont endeuillés. Et tu cites aussi avoir des patients qui ont des douleurs chroniques physiques. Alors je ne sais pas s'ils sont aussi endeuillés ou pas, c'est-à-dire est-ce que qualitativement, dans ce que rapportent les personnes, ou dans ce que toi tu observes, tu as l'impression qu'il peut y avoir une différence entre justement des douleurs physiques, même pas forcément chroniques, prenons les exemples de douleurs d'accouchement par exemple, et des douleurs de deuil. Est-ce qu'on est sur ce que tu dis, on peut pas déboulonner douleur et souffrance, mais est-ce que les douleurs entre elles sont toutes les mêmes? Est-ce que c'est le même tissu au fond? Non, elles ne sont pas les mêmes. Pour autant, si tu veux, il y a une circulation et il y a des atteintes de la douleur chronique, entre guillemets purement chronique, sur des douleurs existentielles. Et d'ailleurs avec des patients qui vont être parfois heurtés par eux-mêmes de devoir dire ça, c'est-à-dire presque comme s'ils avaient honte, en disant mais en fait moi alors ça peut être j'ai plus envie de vivre, je préférerais être morte, combien de fois j'ai entendu ça, autant mourir, etc. Alors c'est des choses terribles parce qu'après ils se réfrènent, mais c'est une douleur qui n'a pas de sens. Je préférerais avoir une douleur qui a du sens. Sous-entendu, au moins perdre un être, ça a du sens. Avoir mal à l'épaule tout le temps, c'est vraiment... Il n'y a aucun régime possible. Alors que bien sûr que quand j'accompagne, je vais leur dire vous savez, celui qui a mal à l'épaule, il préférait votre douleur. Non, bien sûr, c'est inaudible. Mais c'est intéressant de voir que ça surgit. Et ça ne surgit pas rarement. Ça surgit souvent, cette question de tiens, qu'est-ce qui fait sens dans la douleur? Et comment, à un moment donné, dans une douleur physique, ça ne fait plus sens et que ça provoque une douleur morale immense, existentielle, voilà, et on le sait. C'est ce que je vous dis dans des sujets qui, dans la clinique du deuil, cette douleur, en dernier instant, si vous voulez, il faut comprendre, ce qui ne fait pas sens, c'est l'événement mort. Alors, attention,
C'est ce que j'ai dit, hein. Je parle des deuils dits compliqués, traumatiques, pathologiques, entre guillemets. Je n'aime pas cette formule, mais c'est comme ça que c'est classifié. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le deuil qui est dans l'ordre des choses, c'est protecteur. Il peut y avoir une phénoménologie longue, plus ou moins selon les liens, etc. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est préservé. Le deuil de l'enfant, le deuil accidentel, le deuil qui surgit, le deuil, etc. Ça, on bascule ailleurs. Et on bascule dans quelque chose qui ne fait pas sens, et donc qui casse la relation de réconciliation avec le monde, c'est-à-dire que c'est fini. Voilà. Mais en revanche, ce qui fait sens, c'est la douleur. Vous comprenez bien, c'est ça le truc. Et ça, c'est dur. Parce que pour ensuite leur dire que le chemin de la vie, malgré tout, il va falloir se désarticuler de cette douleur qui seule fait sens pour retrouver un autre sens, qui est celui de la réconciliation avec la vie, on n'y arrive pas toujours. Parce que tout d'un coup, le seul territoire qui fait sens, qui est sérieux, au sens de Jean Kelevitch, c'est celui-là. Voilà. Il y a une douleur dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, et on n'a pas le temps de parler tout non plus, et qui fait écho à ce que vous mentionnez, c'est la douleur des membres fantômes. Et forcément particulière, puisque ça n'est plus. Et la question évidemment du deuil du membre ou de la fonction sensorielle perdue, de l'oscillation que vous évoquez entre la résignation et la restauration, est assez frappant. Moi, comme j'avais peu de cliniques, voire pas, je ne me suis pas lancée là-dessus, mais c'est quelque chose que dans un article, il y a plusieurs années, j'avais écrit justement sur la question de la douleur. Je suis revenue sur cette question de la douleur du membre fantôme, qui est assez symptomatique de ce qu'on raconte ici sur effectivement des frontières complexes, etc. Mais comme j'avais pas de clinique au long cours sur ça, alors que pour le coup, la clinique du deuil et la clinique de la douleur chronique, oui. Merci Cynthia pour ton exposé. Est-ce que tu fais une place quelque part à la douleur ou à la souffrance sociale ? Pas seulement où elle est d'origine sociale, l'exploitation, la domination, mais où elle a au sens fort une souffrance sociale. Ah oui, non, alors ça, je ne l'ai pas développé plus spécifiquement, mais c'est un territoire immense. Mais si tu veux, dans la douleur existentielle, souvent elle est là. Donc c'est pour ça que je suis allée un peu. Si tu dois caler la souffrance sociale, même si. Et alors. La souffrance sociale, c'est pour ça que tu as à la fin le modèle intégratif bio-psychosocial, parce que par exemple dans les maladies du travail qui provoquent des très très grandes douleurs chroniques, là tu as la boucle. Tu as la boucle parce que très souvent c'est aussi lié à un certain type de conditions dans le monde du travail qui renvoie en fait à une position plus ou moins de discrimination, de justice sociale, des corps qui ne sont pas respectés de la même façon, qui n'ont pas le même statut, etc. Ça va basculer sur une douleur chronique insupportable et ça va produire une douleur existentielle. Et là, là, on a la boucle. Donc ça, très clairement, oui. Hein, tout le temps. Tout le temps. Et même, et ça, vous savez aussi, pas que sur la question physique, la question directe. Alors, avec des patients qui tous les jours me reviennent. Quel est une des argumentaires les plus classiques sur le refus des antidépresseurs? C'est ça. Je vais quand même pas prendre des antidép alors que c'est la société qui va mal et qui me fait mal. C'est pas juste. C'est pas moi qui vais mal. Moi, je n'ai pas de dépression. J'ai une dépression parce que la société est folle. Ça, c'est un grand classique. Donc c'est typiquement la souffrance sociale qui vient provoquer une douleur psychique, parce qu'eux, ils ont des décompensations qui sont réellement psychiques, pour le coup. C'est des décompensations, voilà. Et refus. Non, je ne voudrais. Mais vous savez, ça va, non. Parce qu'en plus, après, j'aurai un outil pour en fait accepter ce qui est inacceptable. Donc je peux pas être le traître de ça. Mais ça, c'est tout le temps. Et t'as beau leur dire, attendez, on peut construire la lutte, la résistance, mais à un moment donné, il faut quand même que vous ayez un peu de force, tu vois, pour dire, non, nada. Merci.
Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur l'articulation entre souffrance, douleur et détresse? Là, pour le coup, sur cette terminologie, ce que moi je suis allée chercher, entre guillemets, dans cette sémiologie du DSM, c'était de voir quels étaient les termes qui se rapportaient le plus à notre sujet. Et il s'avère que le terme de détresse, sans doute parce qu'il est plus poreux extérieurement que douleur et souffrance, a été de manière majeure choisi par le DSM, qui s'est sans doute dit on va sortir de cette galère-là, et voilà. Mais sinon, mais normalement, quand vous parlez de sentiment de détresse, si vous voulez, la détresse, c'est un sentiment de perte d'orientation. C'est un sentiment où tout d'un coup, vous n'êtes... Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire que non seulement vous avez mal, mais vous êtes en détresse, vous êtes désorienté, vous n'avez plus de place dans le monde. En tout cas, le terme de détresse, quand il est utilisé en français, c'est un terme extrêmement fort, qui dit très clairement à l'aide. Alors que vous pouvez tout à fait être dans la douleur et pas appeler au secours. Dès que vous basculez dans la terminologie détresse, souvent c'est que vous attendez une activation relationnelle qui ne dit pas son nom. On avait une question dans le chat. Qu'en est-il de la souffrance spirituelle? On voit aussi douleur spirituelle. Est-ce que pareil, est-ce qu'on a intérêt à distinguer autant de types de douleurs, douleur sociale, douleur spirituelle, douleur psychique, etc. Parce qu'au fond, c'est la même chose comme ce que tu dis pour douleur et souffrance. Oui, je ne saurais pas forcément... Parce que les patients t'en parlent. Voilà, faudrait... En fait, ce qui est toujours intéressant dans l'analyse, c'est malgré tout de faire confiance et de donner acte au choix des mots de l'analysant. Pourquoi l'analysant dit souffrance morale et pas souffrance existentielle? Pourquoi il dit souffrance spirituelle et pas souffrance métaphysique? Ça raconte bien évidemment quelque chose de son histoire, de l'histoire de sa culture, de comment il se positionne. Donc je dirais que c'est intéressant, tout l'infini du métaphorique et la variété terminologique. Bien sûr, elle est intéressante de façon académique, mais elle est souvent très intéressante pour capter en fait ce que raconte la singularité d'une personne, qui va utiliser certains mots, pas d'autres, etc. Donc je dirais, voilà. Mais sinon, moi, là, en brûle pour point, dire, tiens, la souffrance spirituelle, c'est ça, versus, là, je ne suis pas capable de le dire. En revanche, à partir d'un sujet qui vient diagnostiquer son mal, raconter, faire ce qu'on appelle une biographisation de la maladie, etc. Oui, là, je dirais très clairement, ah ok, je comprends. Et d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant dans la clinique, c'est qu'elle nous enseigne tout d'un coup des finesses où on dit, ah, c'est ça éventuellement la souffrance spirituelle versus alors la souffrance spirituelle, je pense qu'il y a encore plus peut-être un désaveu du lien avec l'humanité ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, voilà, je ne sais pas. Bonjour, je me suis intéressée au traumatisme vicariant, qui est, à force d'écouter la douleur des autres, elle vient quand même s'inscrire dans l'oreille et dans le cœur et dans l'être et dans le corps du soignant. Alors est-ce que c'est les neurones miroirs? À quel moment faut-il les mobiliser sans protéger? Est-ce qu'on travaille avec la cécité nécessaire à faire son travail de soignant? Qu'en pensez-vous? Tous ceux qui font de la clinique traumatique forte, ils ont du traumatisme vicariant très dur. Donc c'est pas... Si je parle des soignants, nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on accompagne, on a une petite antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital de Panzi, Congo, donc chez Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Denis Mukwege, c'est une clinique de l'hypertrauma des femmes mutilées, détruites par les violences de guerre, etc. Le traumatisme vicariant des soignants, il est absolument considérable et, je ne vais pas dire irréversible, irrémédiable, mais quasi. Donc est-ce que c'est les neurones miroirs, etc. Oui, je pense qu'il y a quantité de choses. Il y a le fait que, si vous voulez, aussi, moi je vais dire simplement, non pas
comme épidémiologue que je ne suis pas, mais l'être humain est un être de langage, c'est un être d'émotion, c'est un être qui est construit par l'intersubjectivité, donc c'est un être qui fait de la théorie de l'esprit, niveau 1, niveau 2, donc nécessairement, à un moment donné, ce qui est dit en face de lui l'impacte de façon définitive. Donc, oui. Donc, comment on se protège? On se protège en remettant du temps long par rapport à ça. Mais bon, il y a quantité de soignants qui pratiquent le bon vieux clivage et qui n'ont plus accès à eux-mêmes. Moi, en supervision de certains d'entre eux, je peux vous dire qu'ils me disent de toute façon, moi c'est fini, je suis sacrifié pour la cause. Donc c'est fini, je ne pourrais pas faire le retour. C'est fini. Donc il y a tout un pan de ma vie où je suis en anesthésie. Et puis voilà, parce que je ne peux pas, c'est trop douloureux. Puis une autre où j'absorbe ce qui est déposé, mais de toute façon, j'ai plus accès à rien, parce que sinon j'ai trop mal. Donc ça oui, ça existe, bien sûr. Merci pour votre exposé. En fait, j'ai une petite question par rapport au deuil non fait, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une relation avec les douleurs articulaires, rhumatismales et tout? Est-ce qu'il y a un lien vraiment aujourd'hui direct ou pas du tout? De quoi? Avec le deuil? Avec le deuil non fait, en fait. Genre un deuil non fait, un deuil que... Ah, oui. D'accord, je comprends. Le deuil non fait, qu'est-ce que vous appelez un deuil non fait? C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui n'a pas vécu la mort... Oui, c'est ça, un deuil empêché, dans ce sens-là. C'est-à-dire notamment, par exemple, les expériences Covid. Très clairement, vous avez Est-ce que c'est déclenché vraiment par une douleur physique? Ah oui, vous avez... Parce que j'ai connu ça avec des patients et voilà, c'est... Ah non, le deuil empêché s'inscrit dans une courbe du deuil, donc il y a ça, et en plus, je dirais qu'il y a le sentiment d'avoir trahi l'autre, enfin, ce qui existe souvent dans la clinique du deuil, parce que dans la clinique du deuil, notamment du deuil des enfants, vous avez souvent un parent qui estime qu'il est déficitaire, coupable, etc., etc. Vous avez la même chose dans les deuils empêchés. Vous avez à la fois, je suis victime de la société, etc., mais moi-même, j'ai failli parce que je n'ai pas été à cet endroit, etc., etc. Donc c'est une double peine, la victime et son propre bourreau. Donc oui, on a des vraies douleurs énormes. Merci beaucoup. On va du coup passer tout de suite à la prochaine table ronde, donc une table ronde plus clinique. Merci beaucoup, Sylvia.